Bonjour à tous. Emmanuel Macron réussira-t-il à se réconcilier avec les Outre-mer? Comment expliquer ce vote sanction dans nos régions, même si cela n'a pas empêché sa réélection? Les législatives à venir ne risquent-elles pas de déboucher sur une cohabitation? Georges Calixte, notre politologue consultant, est l'invité de Franc-Parler. Georges Calixte, bonjour. Bonjour à vous Thierry Fendéré ainsi qu'aux auditeurs d'Éclair TV. Emmanuel Macron a donc été réélu président de la République, mais sa victoire, il ne la doit certainement pas aux Outre-mer. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Même si au niveau national, les sondages avaient déjà envisagé que l'écart se creusait entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on verra par la suite s'il a ou pas bénéficié du Front républicain. Par contre, c'est vrai que s'il s'agissait uniquement de l'outre-mer, Marine Le Pen aurait très largement été élue présidente de la République. Et je rappelle qu'à la Guadeloupe en particulier, c'est quand même un des territoires où elle fait son plus haut score, y compris lorsqu'on compare les régions de l'Hexagone qui sont particulièrement favorables au Rassemblement national. Donc c'est vrai qu'Emmanuel Macron est élu. Il est élu de manière relativement aisée, mais c'est une aisance qui est moins importante que celle de 2017 et dont il a parfaitement conscience, puisque dans ses différents discours, en particulier son discours en tant que nouveau président de la République qui a duré 11 minutes, il y a deux mots qu'il a prononcés en rappelant qu'il va falloir inventer un nouveau mode de rapport aux politiques et à la population, mais qu'il va falloir également prendre le temps d'être obligé, à savoir qu'il considère que sa victoire n'est pas finalement le fruit essentiel des politiques qu'il a menées, mais que cette victoire l'obligeait à modifier à la fois sa posture, ses stratégies et son comportement. À la lecture des résultats globaux, la marche était une fois de plus trop haute pour Marine Le Pen. Elle n'a pas été trop haute. Il faut aussi comprendre le différentiel de voix. En 2002, Jean-Marie Le Pen, son père, il y avait entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac 19 850 000 voix. Nous sommes en 2002. On se retrouve en 2017, deuxième fois où le Rassemblement national, ex-Front national, vient aux urnes. On se retrouve à environ 10 millions d'électeurs. Et maintenant, en 2022, donc 5 ans après, on tourne autour de 4 850 000. Ça veut donc dire qu'au fur et à mesure que le temps a passé, le Rassemblement national a progressé et est devenu la force de protestation, en tout cas de l'ensemble des mécontents. Et c'est la raison pour laquelle c'est vrai que Marine Le Pen a échoué encore une fois de plus, puisque c'est la deuxième fois. Cependant, c'est un échec qui est relatif, puisque sur le plan des électeurs, elle a beaucoup progressé. Et rappelez-vous qu'elle avait ce fameux plafond de verre à 10 millions d'électeurs qu'elle avait du mal à franchir. Maintenant, elle en est à 13 millions. Ça veut dire qu'entre-temps, c'est elle qui a gagné 3 millions d'électeurs, alors qu'Emmanuel Macron, qui était à 66% en 2017, est redescendu à 58%. Votre analyse de ce deuxième tour d'élection présidentielle en Guadeloupe, dans le détail, à l'évocation des causes notamment? Alors, d'abord, le sens du vote. Et dans l'opinion publique, vous avez trois hypothèses. La première hypothèse, certains parlent de vote d'adhésion. Cette hypothèse résiste difficilement à l'analyse, puisque ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont majoritairement à la Guadeloupe voté Marine Le Pen, et par conséquent, compte tenu du différentiel de corpus idéologique entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, on peut comprendre que l'électorat n'a pas fait le choix de Marine Le Pen pour des raisons programmatiques, mais simplement pour des raisons personnelles. Alors, dans l'opinion publique, la deuxième hypothèse consiste à dire c'est un vote utile. Mais je rappelle qu'au niveau de la campagne, Marine Le Pen a appelé au vote utile pour faire barrage Emmanuel Macron, et vice-versa, Emmanuel Macron a appelé au vote utile pour faire barrage au Rassemblement national. Donc, cette hypothèse du vote utile me paraît faible. Par contre, la troisième hypothèse, qui est un choix stratégique des électeurs,
Donc, exprimer une stratégie pour le mécontentement me paraît plus plausible. Et on a, si vous voulez, deux indicateurs qui sont là pour le rappeler. D'abord, il y a une situation très particulière sur place qui fait que le Rassemblement national a émergé depuis 2017. Ce n'est pas donc un phénomène nouveau. En 2017, dans l'ensemble des Outre-mer, c'était la deuxième force politique, toute Outre-mer confondue. Donc, il n'a fait que progresser sur sa dynamique personnelle. Deuxièmement, il y a une force de mécontentement importante, dont on verra les causes tout à l'heure, et qui ont amené les électeurs, quel que soit celui qui aurait été au deuxième tour contre Emmanuel Macron, à voter pour lui, au-delà même de toutes ses propositions programmatiques. Oui. Donc je pense que c'est un choix stratégique. Il fallait que quelqu'un porte le mécontentement ultramarin, et c'est Marine Le Pen qui a été, donc, puisqu'elle était de toute façon, il n'y avait pas d'autres alternatives, ils étaient deux, c'est elle qui a donc bénéficié de cette stratégie de mécontentement. Et ça peut justifier qu'on passe ainsi d'un vote extrême à l'autre? D'une part parce que sur le plan de la stratégie, peu importe la personne, ce qui importe, c'est de manifester la contestation, c'est de manifester le mécontentement. Après, on peut utiliser tout un vocable, certains ont parlé de sanctions, de répression, on peut avoir, excusez-moi, toutes les approches. Il n'empêche qu'il y a une réalité. Lorsque vous voulez manifester votre mécontentement et que sur l'échiquier politique, vous n'avez que deux personnes, dont une par rapport à laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous manifestez votre mécontentement sur la seule personne qui reste, quand bien même elle ne fait pas partie de vos affinités politiques, mais elle est celle qui est à même, d'un point de vue stratégique, à constituer pour vous une ressource pour exprimer un mécontentement, dont il faudra voir les causes à un moment donné. Oui, justement, alors ces causes sont clairement identifiées? En tout cas, on peut en identifier 4 quand on s'appuie sur les micro-trottoirs réalisés et les différentes émissions. Il y a un mot qui revient à la bouche des électeurs de manière récurrente, c'est le mot changement. Alors, pourquoi les Guadeloupéens ont eu ce besoin de changement? À mon avis, il y a 4 causes. D'abord, une augmentation de la précarité. Quand on voit par exemple le bulletin de l'INSEE de mars 2022 et qu'on revoit au cours des 5 dernières années la courbe du chômage, le départ massif des jeunes, l'augmentation de la précarité à travers l'augmentation du nombre de RSA, qui plus est un programme qui annonçait que les bénéficiaires du RSA devraient effectuer à peu près 20 heures de travaux d'utilité collective par mois, même si l'actuel président a quelque peu nuancé cette affaire-là, mais ça a été lancé. Donc, une partie de la Guadeloupe et progressivement une partie de plus en plus grande est dans une situation de précarité et par conséquent n'a pas vu au cours de son quinquennat ses conditions de vie et en particulier son pouvoir d'achat s'améliorer. Premier élément. Deuxième élément, le problème de l'insécurité. La Guadeloupe reste quand même un département qui est l'un des plus violents, où il y a une fois, voire 2 fois par mois, des exécutions sommaires liées au règlement de compte entre bandes, où il y a également une circulation importante, un trafic matériel humain, en tout cas de stupéfiants ou d'armes. Donc, il y a un climat d'insécurité qui fait que l'État, quelque part, est regardé, puisque c'est sa mission, comme un État responsable. Deuxième élément. Troisième élément, je reste persuadé que le gouvernement a appliqué la loi Outre-mer et surtout à la Guadeloupe de manière trop abrupte. On l'a vu pendant la crise sanitaire, les entreprises. Combien remplissaient les conditions prévues par la loi, qui n'a pas suffisamment appréhendé la nature du tissu ultramarin et donc devait adapter au niveau de ses spécificités. Très peu d'entreprises en ont bénéficié. On va plus loin. Le problème du pass sanitaire. La loi s'applique dans l'Hexagone où il y a 80% de vaccinés, alors même qu'en Outre-mer il n'y a que 20% de vaccinés, on applique la même loi. Ce qui veut dire que nous avons plusieurs dizaines de personnels soignants qui, à l'heure actuelle, directement ou indirectement soignants, sont dans des situations de précarité puisqu'ils ont été sanctionnés. Donc il y a eu
une application ex abrupto de la loi qui, me semble-t-il, a irrité l'opinion publique. Enfin, et c'est le quatrième point, c'est la santé. Nous avons quand même un système de santé qui ne nous met pas forcément très à l'aise. Et ce que je voudrais dire, c'est que si la situation dégradée, qui est celle de la Guadeloupe, et le fait également de politique décentralisée, donc nos élus locaux ont une part de responsabilité, mais c'est également vrai que pour les 4 domaines que je viens de vous évoquer, ce sont des domaines régaliens de l'État et que la population a parfaitement bien compris qu'il fallait donc manifester son mécontentement, non pas forcément pour les thèses défendues par Marine Le Pen, mais parce qu'il fallait lancer un message à la fois à nos élus qui soutiennent le président de la République, mais également à l'État, en disant la situation à la Guadeloupe et en Outre-mer de manière globale ne peut plus perdurer puisqu'il y a une situation qui s'est dégradée par rapport à 2017. Le Rassemblement national est-il pour autant solidement implanté en Guadeloupe? Je doute beaucoup de sa solidité sur le plan de la logique d'adhésion. En fait, si Jean-Luc Mélenchon avait été au 2e tour, je reste persuadé qu'il aurait fait un score au moins équivalent, voire supérieur à Marine Le Pen. Donc il n'y a pas d'ancrage territorial du Rassemblement national, sauf peut-être à la Désirade. Alors à la Désirade, je vous signale que j'ai vérifié, parce que j'étais surpris, 80%. J'ai donc vérifié les 4 élections présidentielles où il y avait un membre, alors Front National, Rassemblement National. Le Rassemblement National a toujours eu un creuset à la Désirade. Il en avait un, rappelez-vous, à Saint-Barthélemy et dans les îles du Nord, qui s'est quelque peu affaissé, même si ils ont voté Marine Le Pen, mais à la Désirade, il y a toujours eu ce socle qui s'est confirmé. Et j'avais d'ailleurs émis l'hypothèse bien avant les élections. Dès le samedi, quand j'ai entendu dire qu'à la Désirade, il y avait eu 12% de mobilisation en plus par rapport au premier tour, je me suis dit qu'on a là un indicateur. Si ces 12% se sont mobilisés autour du Rassemblement national, on a déjà un bon indicateur sur ce qui s'est passé à la Guadeloupe. Et c'est effectivement cette dynamique que l'on a vue, dynamique de protestation portée par la personne de Marine Le Pen. Alors, quelles peuvent être, Georges Calixte, les conséquences de ce vote lepéniste sur les carrières politiques locales? Il faut savoir qu'il y a déjà une certaine prudence, voire une certaine méfiance au niveau de nos élus. Méfiance et prudence que l'on peut mesurer à partir de 2 indicateurs. Lors des élections régionales, il n'y a eu que 34 Guadeloupéens sur 100 qui se sont rendus aux urnes. Pourtant, ce sont des élections de proximité. Aucun conseiller départemental n'a été élu au premier tour parce qu'il n'a pas respecté la règle des 25%. Ça veut donc dire qu'il y avait déjà là un premier message de lancer aux élus en disant attention, les politiques publiques qui sont menées ne sont pas forcément, en tout cas pertinentes ni efficaces. Deuxième élément que l'on peut analyser, Harry Chalus, qui était l'un des présidents de région les mieux élus, il a fait, rappelez-vous, plus de 72%, il fait 77 475 voix. Marine Le Pen fait plus que de 92 000 voix. Ça veut donc dire que dans une élection de proximité où il y a des acteurs locaux bien connus et identifiés, dans le cas d'une élection présidentielle, quelqu'une qui n'a pas forcément un ancrage particulier en Outre-mer fait plus qu'un acteur local. Donc, quand je dis qu'il y a déjà une défiance préexistante, vous avez 2 chiffres qui là le mettent parfaitement en évidence. Alors, la carrière des élus. La question m'est souvent posée, pourquoi les élus ont appelé, en tout cas les élus majoritaires, le GUSR en particulier, ont appelé à soutenir Emmanuel Macron alors qu'il y avait eu déjà certaines preuves d'irritation en disant que l'État n'avait pas forcément les stratégies adéquates en Outre-mer. Eh bien, je reste persuadé qu'il y a là l'impact du collectif. Les élus se sont trouvés au cours de ces dernières semaines dans une situation où le collectif les a rejetés.
en tant qu'interlocuteur, en les traitant de colibés dont je me préfère taire la nature sur l'antenne d'Éclair TV. Tout à fait. Mais ça veut dire que nos élus étaient dans une situation où les propres acteurs locaux, en tout cas le collectif, ne les reconnaissaient pas comme interlocuteurs valables et qu'ils n'avaient d'autre choix que de se retourner vers l'État. Soit parce qu'ils n'avaient plus qu'un seul interlocuteur qui était l'État, soit parce qu'il y a des problématiques dont la participation de l'État était nécessaire. Donc on comprend que les élus n'avaient pas d'autre choix, en tout cas les élus majoritaires du GUSR, n'avaient pas d'autre choix, puisqu'ils sont au pouvoir dans les deux collectivités, que de se positionner par rapport au président sortant, puisque, comme vous et moi, ils ont vu les sondages, et ils ont vu qu'au regard de ces sondages, il y avait effectivement une probabilité que le président sortant soit reconduit. Alors la conséquence sur la carrière politique, la question maintenant est de savoir le vote Mélenchon. Je ne m'appuie pas trop sur le vote Le Pen. Le vote Mélenchon, quelle sera l'affinité et l'ancrage territorial qu'il aura au niveau local? Alors pourquoi je dis le vote Mélenchon? Parce que c'est lui qui, dès le départ, au premier tour, a fait le break entre les 12 candidats. Marine Le Pen a profité du fait qu'elle n'était seule face à Emmanuel Macron et que c'était donc une approche très particulière, c'était l'un ou l'autre. Comment les représentants de la France insoumise à la Guadeloupe seront-ils légitimés, surtout au niveau des législatives à venir, dans le cadre d'une dynamique, ou au contraire, la Guadeloupe va-t-elle rester dans une situation d'abstention? Il n'empêche qu'il y a quand même une logique qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les élus gardent cependant un réseau. Et quel que soit le nombre de votants, on l'a vu pour les régionales, ceux qui sont élus, eh bien, sont élus au nom du suffrage démocratique. Donc il y aura toujours cette dynamique d'élection, il y aura toujours un engagement citoyen plus ou moins important. Je ne pense pas que ça va modifier considérablement les carrières, parce qu'en face, lorsque l'on est par exemple candidat à un poste à la députation, il y a quand même l'équation personnelle, il y a l'ancrage territorial. Alors il y a une dynamique majoritaire puisque l'électorat reste rationnel, et pour que l'électorat fasse confiance brutalement à des personnes qu'il ne connaît pas, l'électorat quand même reste très prudent, surtout qu'il est dans une situation où il demande à ce que l'incertitude soit réduite, et il n'ira probablement pas, en tout cas, faire spontanément confiance à des gens dont il ne connaît pas finalement les capacités, les stratégies de gestion. Ça ne veut pas dire pour autant que ceux qui sont là seront reproduits, mais ce sont les opposants identifiés dans les circonscriptions qui ont le plus de chances, peut-être, s'il y a un mouvement de protestation, d'être élus, plutôt que des personnes que l'on ne connaît pas et qui vont donc émerger comme ça spontanément sur l'échiquier politique. Très bien. En tout cas, l'électorat guadeloupéen a montré qu'il pouvait s'affranchir des consignes de vote et des logiques de parti et d'appareil. Il y a très longtemps qu'il s'est affranchi des consignes de vote, puisque aussi bien localement qu'au niveau national, l'électeur est devenu à la fois rationnel et affectif et subjectif. Ça veut donc dire que ces stratégies, ce sont ces enjeux, ces ressources, ce qu'il perçoit dans la capacité de l'élu à constituer une ressource par rapport à ses préoccupations, c'est ça qui le guide. Maintenant, les logiques de parti elles-mêmes ont une influence relativement faible. D'ailleurs, on voit bien que l'échiquier français, de manière globale, c'est d'un côté les extrêmes, c'est d'un côté le centre, alors l'extrême droite, d'un côté le centre, ou alors d'un côté la gauche et l'extrême gauche. Mais si vous voulez, il n'y a pas d'éléments tranchés, il y a, si vous voulez, une dynamique subjective de l'électeur qui, en fonction de certaines circonstances, en fonction d'une appréciation subjective, voire affective, parfois rationnelle de la situation, qui va décider de voter pour un candidat ou un autre. Dans ce contexte et à la lecture des résultats de ce deuxième tour de présidentiel, Georges Calixte, en Guadeloupe, vous en parliez il y a quelques instants, quid des législatives?
Les législatives sont importantes dans la mesure où je voudrais rappeler que deux cas de figure sont en train de se profiler. Il y en a même un troisième qui est évoqué, mais de manière très aléatoire. Alors les deux cas de figure, c'est que où le président de la République actuelle dispose d'une majorité de députés, auquel cas il aura les moyens de pouvoir mettre en place les éléments de son programme dont il conviendra de suivre qu'est-ce qu'il modifie. Je prends un exemple pour la retraite. Il avait dit la retraite à 65 ans. Entre-temps, dans son programme, entre les deux tours, il a dit voilà ce qu'on va faire. On reste à 62 ans, mais on met 4 mois chaque année. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2030 et qu'en 2030, la retraite soit à 65 ans. Vous voyez quand même qu'il y a eu ces adaptations programmatiques. Donc, premier élément, en fonction de ce programme, est-ce qu'il a la majorité? S'il n'a pas la majorité, il y a un risque de cohabitation. À savoir, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, dans ses projections personnelles, lorgne le fait d'être Premier ministre, il ne l'a pas caché. Et donc, il y a une situation de cohabitation. Quand il y a une situation de cohabitation, ça veut dire qu'il y a un gouvernement qui est de la couleur politique de l'Assemblée, mais qui n'est pas de la couleur politique du président de la République. Et donc, c'est un gouvernement dit de compromis. On l'a vu François Mitterrand et Jacques Chirac. On l'a vu Jacques Chirac et Lionel Jospin en 1997 quand l'Assemblée avait été dissoute. Donc voilà les deux alternatives sur lesquelles l'électorat se prononcer. Alors maintenant, il faut savoir que 3 de nos 4 députés ont fonctionné avec la majorité présidentielle, à l'exception d'Hélène Christophe Vainqueur, qui reste au Parti socialiste, mais Justine Bénin, Max Mathiazin et Olivier Servat ont été proches du pouvoir en place. Alors, quelles en seront les conséquences par rapport au vote lepéniste? Est-ce que l'électorat, dans sa rationalité, va rentrer dans la logique visant à conforter une dynamique? C'est l'esprit des institutions. C'est la raison pour laquelle les législatives ont été placées 1 mois après les présidentielles, pour que le président de la République puisse bénéficier de cette dynamique. Alors l'électorat guadeloupéen va-t-il rentrer dans cette rationalité ou va-t-il rester dans sa logique de sanction et à ce moment-là faire émerger d'autres élus? Écoutez, seul l'avenir le dira. Nous verrons dans tous les cas de figure ce qui se produira, en tout cas pour les 3 députés. Comment vont-ils se positionner par rapport en tout cas au vote majoritaire de Marine Le Pen par rapport à la population? Ça, j'attends parfaitement à la fois leur programme, mais surtout la justification, le positionnement ultérieur. Emmanuel Macron a-t-il désormais clairement un problème avec les Outre-mer? Il n'a pas de problème avec les Outre-mer. Il a une stratégie de gestion et ce n'est pas spécifique à l'Outre-mer. Il a une approche très cartésienne et très gestionnaire. Ça veut dire que lui fonctionne par catégorie d'analyse et donc l'Outre-mer entre dans ces catégories d'analyse au même titre que n'importe quel territoire, avec les conséquences parfois iniques que ça peut poser. On l'a vu pour le pass sanitaire et on l'a vu également pour les mesures concernant la crise. Et c'est vrai que nos élus ne sont pas suffisamment puissants par rapport aux 577 députés pour pouvoir, dès la loi, aménager des dispositions qui soient spécifiques à l'outre-mer. Donc ça, en fait, il n'a pas de problème avec l'outre-mer. Il a un mode de gestion qui fait que l'outre-mer, au niveau de sa rationalité, entre dans le cadre de catégorie d'analyse. D'ailleurs, il en est tellement conscient, c'est qu'il a dit qu'il va falloir inventer un nouveau mode de gestion. Autrement dit, il serait en tout cas en état de dire je suis prêt à mettre un peu plus d'humanisme social dans mes stratégies de gestion. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a toujours affirmé une philosophie émancipatrice de l'outre-mer.
Autrement dit, lui, il applique les ratios nationaux et il attend que des territoires ultramarins remontent un certain nombre de propositions, y compris pour rationaliser ou pour faire évoluer les institutions, pourvu bien sûr que ça ne coûte pas plus cher à l'État. Il a été toujours clair là-dessus. Il rappelle toujours, lorsqu'il y a un problème ultramarin, les dispositifs. Et là, je vous parie que l'une de ses premières réactions, en tout cas de ses premières réalisations, consistera à modifier la Constitution, à donner davantage de pouvoir aux collectivités locales et aux collectivités territoriales. Et vous verrez que pour l'outre-mer, deux cas de figure se présentent. Où nous réfléchissons à de nouvelles compétences, à la manière dont nous déléguons ces compétences, à la manière dont nous agissons de manière concertée au niveau de ces compétences et nous les faisons remonter, ou alors il faut s'attendre à ce que l'évolution de la Constitution s'accompagne d'un acte 5 de la décentralisation. Je considère que l'acte 4, c'est la loi 3DS qui a été votée au mois de février 2022, donc elle est récente, mais il y en aura une de plus et qu'il y aura donc des lois organiques et des lois ordinaires qui vont de toute façon redistribuer, donner de nouvelles compétences et qui vont aussi permettre d'avoir un pouvoir normatif, la capacité à faire du droit réglementaire en tout cas, plus importante. Donc, il y aura une évolution et l'outre-mer, de toute façon, devra à un moment donné s'assumer beaucoup plus. Et je vous fais remarquer que les deux territoires où il a été en tête, il s'agit de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie. Il y a vraisemblablement un problème de référence électorale et de liste électorale. Il y a eu beaucoup de personnes de l'Hexagone qui se sont installées en Nouvelle-Calédonie ou alors à Polynésie. Mais au-delà de ça, il y a également une autonomie de ces deux territoires qui fonctionne et qui par conséquent, on a vu comment la crise sanitaire a été gérée, ils ont été les territoires les moins touchés. Et donc, ça veut tout simplement dire que l'actuel président de la République, il se dit, mais plus les territoires ont de l'autonomie, et davantage, finalement, j'ai de la légitimité. Vous avez compris que les territoires qui ont voté Marine Le Pen, non pas qu'ils sont sanctionnés, mais il ira encore plus rapidement dans sa philosophie en disant, écoutez, il faut que les territoires ultramarins se rapprochent de ce qu'est la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie. Et ça nous concerne plus directement, puisque vous avez des territoires comme Saint-Martin, Saint-Barthélemy qui ont franchi le cap. Maintenant, concernant les DROM, les départements régions d'outre-mer, nous verrons que de toute façon, il y aura une évolution sur le champ de compétences et sur le champ normatif, la capacité à faire du droit. Merci Georges Calixte d'avoir été notre invité dans Franc-Parler. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain sur votre chaîne locale.